donc, Olivier, je pense que ton travail au long cours est un travail de tissage, de raccommodage. Et c'est à ce titre que nous sommes très, très honorés et très heureux de t'avoir avec nous à nos côtés pour soutenir notre combat extrêmement difficile et complexe, parce qu'il ne faut pas lâcher, il faut tenir, et nous tentons de le transmettre aux générations qui... J'ai eu à connaître effectivement de centaines de dossiers de requérants, comme on dit. Ce qui permet là aussi de falsifier, c'est-à-dire d'affirmer un certain nombre de discours et la doxa publique la plus convenue qui témoigne là aussi d'une ignorance crasse de ce que c'est qu'un parcours d'exil. La croyance que un jour, un beau matin, évidemment, un berger de Mauritanie décide, parce que l'air est léger et la mer bleue et inaccessible, je vais venir en Europe parce que les prestations sociales sont délicates et je vais pouvoir y résider tranquillement. D'aucuns nous présentent aussi l'arrivée en Europe comme un voyage. Un voyage, et de quoi parle-t-il? C'est pas un voyage, c'est un périple. Au risque de l'intégrité physique et psychologique de ceux qui voyagent, au risque de l'intégrité physique et psychologique de celles qui voyagent, qui à 90% subissent des violences sexuelles et des viols au cours de leur périple, et qui, quand elles ont le malheur de passer par la Libye, sont parfois réduites en esclavage et forcées à la prostitution. Je ne reviens pas sur le nombre de morts en Méditerranée. Je ne reviens pas sur le coût financier du voyage. Entre 7, 8, 10, 12, 15 000 euros. Si vous venez du Pakistan ou du Bangladesh avec une femme et des enfants, c'est entre 12 et 15 000 euros. 6 mois de périple. Un coût qui n'est pas quantifiable, mais que, évidemment, les mêmes se gardent bien de mentionner et de rappeler. Enfin, ils se gardent bien, parce que d'une façon ou d'une autre, ils l'ignorent. Ce qui est pire, d'une certaine façon. Quand ces hommes et ces femmes, quels que soient les motifs de leur départ, quittent leur pays d'origine, ils quittent pas simplement un pays, ils quittent des femmes, des enfants, des cousins, des proches, une famille. Et ils savent que, arrivés en France, dans le meilleur des cas, s'ils sont demandeurs d'asile au bout de 3 ans de procédure, et donc éventuellement d'un séjour en France de 4 ou 5 ans, s'ils obtiennent l'asile, ils pourront, dans le cadre du regroupement familial, faire venir leurs femmes et leurs enfants, lequel regroupement familial, alors même que le droit à une vie familiale normale est un droit fondamental, en raison des demandes de l'aide exorbitantes de l'administration, peut prendre, quand bien même en est statut de réfugié, entre 1 an et demi et 2 ans. Ce sont des hommes et des femmes qui, au terme de l'ensemble, vont être séparés des leurs pendant 5, 6, 7 ans. S'ils sont en situation régulière, ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays d'origine, ils ne peuvent pas faire venir leurs proches. Autrement dit, c'est des séparations qui peuvent durer 10 ans, 15 ans ou 20 ans. À qui va-t-on faire croire que quelqu'un prend la décision de quitter son pays d'origine sur un coup de tête et pour venir en France bénéficier comme ça des prestations sociales et de la pureté et de la douceur de l'Hexagone? Alors, je précise, là aussi quelques chiffres quand même. Bien sûr, c'est évident. Tous ces migrants déçus ne rêvent que d'une chose, c'est de venir au nord. Bien sûr, en raison des différences de développement et de prestations sociales offertes entre les pays du nord et du sud. C'est tellement clair. C'est tellement évident. Ah bon? 86% des réfugiés de ce monde se trouvent dans les pays du Sud.
les 3-4 premiers pays au monde, aujourd'hui, à recevoir des réfugiés, il n'y a pas, parmi les 4 premiers pays, un seul État de l'Union européenne, pas un seul État de l'OCDE. Le premier pays au monde aujourd'hui à recevoir des réfugiés, Turquie. Le second pays à recevoir des réfugiés, le Liban. 30% de la population totale du Liban dans un pays où il n'y a quasiment pas d'État central. Vous imaginez ce que c'est pour les institutions libanaises de ce qu'il en reste. La conséquence étant 90% des réfugiés syriens au Liban, selon le HCR, vivent dans une situation d'extrême pauvreté. Le troisième pays où il y a le plus de réfugiés, c'est la Colombie, eu égard à ce qui s'est passé au Venezuela, entre autres. Et le quatrième pays, l'Angola. J'avais oublié, parce que là aussi la démonstration est sinistre et éclatante, sur les déterminants qui conduisent la France et l'Union européenne à adopter des dispositions dérogatoires au droit commun, c'est-à-dire des dispositions exorbitantes du droit commun et du droit commun des réfugiés en particulier, entre autres la protection temporaire, dont je rappelle qu'elle date de 2001, c'est une directive de l'Union européenne de 2001, qui a été élaborée après la guerre en ex-Yougoslavie et les opérations de purification ethnique menées par le pouvoir serbe en général et au Kosovo en particulier. Le texte qui justifie la possibilité de recourir à cette protection temporaire est très clair. Il s'agit de faire en sorte que les États de l'Union européenne puissent, en cas d'exil et de présence massive de réfugiés ou de fuite à venir, de mettre en place donc des dispositions d'exception permettant d'accorder à cela une protection temporaire et des droits économiques et sociaux. Jamais appliqué depuis 2001, sauf, évidemment, pour les réfugiés ukrainiens. Ah bon? J'ai cru oui dire qu'il y avait eu, comme on dit, une crise en Syrie et que les réfugiés syriens fuyaient l'une des pires guerres civiles. Torture, exécution forcée et crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Pour cela, il n'y a pas eu de débat, la protection temporaire n'a jamais été évoquée. Je rappelle que la protection temporaire permet à ceux qui en jouissent de disposer d'un titre de séjour régulier, de travailler, de bénéficier de l'aide de l'ADA et de demandeurs d'asile, de bénéficier de cours de langue et de la scolarisation des enfants. Les demandeurs d'asile en France ne peuvent obtenir le droit de travailler qu'après 6 mois de présence en France et après un délai de 6 mois si l'OFPRA n'a pas répondu d'une façon ou d'une autre à la requête et à la demande qu'ils ont faite auprès de l'OFPRA, de l'Office français des réfugiés et des apatrides. C'est pour moi l'une des preuves les plus terribles qui attestent de ceci, que ce qui est au fondement de cette politique publique à l'endroit des réfugiés, ce ne sont évidemment ni les principes, ni la Convention de Genève, ce sont évidemment des catégories et des critères ethno-raciaux ou qui relèvent de ce qu'on est légitime à appeler un racisme culturaliste et différentialiste. Et quel admirable spectacle de se rendre compte que du Rassemblement national jusqu'à la gauche insoumise, tout le monde a dit, mais oui, bien sûr, il faut que la France respecte ses glorieuses traditions d'accueil à l'endroit des Ukrainiens. Et certains disant tout à fait clairement que si cette politique devait s'appliquer à l'endroit des Ukrainiens, c'est parce qu'évidemment, ils étaient européens et proches de nous. Bonsoir, monsieur le professeur. D'après certaines presses et certaines statistiques, les Français sont devenus plus tolérants et il y a une baisse des sentiments racistes en France. Qu'en pensez-vous? C'est possible, reste que cela ne fait que souligner davantage le fait que les discours, les pratiques racistes, xénophobes et islamophobes sont des discours et des pratiques et des politiques publiques forgées par les élites politiques et rappeler effectivement constamment que historiquement et aujourd'hui encore les comportements de ce type sont des comportements qui sont ceux des élites politiques dans la mesure où
Le racisme, la xénophobie et l'islamophobie sont à l'évidence des éléments politiques aujourd'hui considérés comme essentiels pour conquérir le pouvoir et lorsqu'on est au pouvoir, éventuellement pour le conserver. Ok. Et vous pensez également qu'avec l'arrivée de Macron au pouvoir, est-ce que les langues se sont déliées plus par rapport, disons, à la présidence de Hollande et de, enfin, les autres, et disons, Sarkozy? Ce qui m'apparaît, c'est que une partie des termes, des catégories, des éléments de langage aujourd'hui employés par les plus hautes autorités de l'État, Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur, je prends l'exemple de la question du séparatisme, tente à accréditer l'idée que les populations racisées des quartiers populaires et les populations musulmanes des quartiers populaires feraient peser une sorte de menace existentielle sur l'unité territoriale de la République, sur la laïcité, prétendument sur l'égalité homme-femme, et que de ce point de vue-là, les uns et les autres contribuent à banaliser, à diffuser des conceptions, des éléments de langage dont il faut rappeler qu'ils ont été forgés à l'extrême droite et qu'ils ont migré aujourd'hui au cœur même du pouvoir des politiques publiques menées. Merci beaucoup.